Non. Oui. Je vais commencer par vous lire 2 lettres de Montesquieu. Usbek à Redi, à Venise. Le café est très en usage à Paris. Il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles. Dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent. Au moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croit qu'il en a 4 fois plus que lorsqu'il y est entré. Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c'est qu'ils ne se rendent pas utiles à leur patrie et qu'ils amusent leur talent à des choses puériles. Par exemple, lorsque j'arrivais à Paris, je les trouvais échauffés sur une dispute la plus mince qu'il se puisse imaginer. Il s'agissait de la réputation d'un vieux poète grec dont, depuis 2000 ans, on ignore la patrie aussi bien que le temps de la mort. Les 2 parties avouaient que c'était un poète excellent. Il n'était question que du plus ou du moins de mérite qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux, mais parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres. Voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait cordialement de part et d'autre des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n'admirais pas moins la manière de disputer que le sujet de la dispute. Si quelqu'un, disais-je en moi-même, était assez étourdi pour aller devant l'un de ces défenseurs du poète grec, attaquer la réputation de quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal relevé. Et je crois que ce zèle si délicat sur la réputation des morts s'embraserait bien pour défendre celle des vivants. Mais quoi qu'il en soit, ajoutai-je, Dieu me garde de m'attirer jamais l'inimitié des censeurs de ce poète, que le séjour de 2000 ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine si implacable. Ils frappent à présent des coups en l'air, mais que serait-ce si leur fureur était animée par la présence d'un ennemi ? Ceux dont je viens de te parler disputent en langue vulgaire. Et il faut les distinguer d'une autre sorte de disputeurs qui se servent d'une langue barbare qui semble ajouter quelque chose à la fureur et à l'opiniâtreté des combattants. Il y a des quartiers où l'on voit comme une mêlée noire et épaisse de ces sortes de gens. Ils se nourrissent de distinctions, ils vivent de raisonnements obscurs et de fausses conséquences. Ce métier, où l'on devrait mourir de faim, ne laisse pas de rendre. On a vu une nation entière chassée de son pays, traverser les mers pour s'établir en France, n'emportant avec elle, pour parer aux nécessités de la vie, qu'un redoutable talent pour la dispute. Adieu, à Paris, le dernier de la lune de Zilagué, 1713. Rika à Ibène, à Smyrne. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je voyais aussitôt 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant ». Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout, je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à la charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux.
Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah, monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» À Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712. Et ceci est un texte de Michel Onfray qui est tiré d'un de ses livres qui est L'esthétique du pôle Nord. Depuis sa naissance le 29 janvier 1921, jamais mon père n'a quitté Chambois, son village natal normand. Jamais il n'a manifesté de désir, d'envie, de souhait. Jamais je ne l'ai entendu récriminer ou se révolter contre son sort. Jamais je ne l'ai surpris dans la convoitise. Jamais il n'a maudit sa condition d'ouvrier agricole qui l'a condamné au dénuement. Jamais je ne l'ai vu dans le ressentiment à l'endroit du monde comme il va et qu'il l'a fait modeste, sans grade, sans voix, taciturne comme le sont viscéralement les gens de la terre, épuisés au travail, fatigués, éreintés. Au milieu d'un champ où nous plantions des pommes de terre sous le gazouillis d'alouettes époumonées, je lui avais demandé quelle destination il élirait si d'aventure un magicien se penchait sur son destin pour rendre possible ce voyage idéal. Il m'avait répondu « au pôle Nord ». J'avais à peine 10 ans, l'âge vers lequel il m'avait désigné une nuit d'été devant la porte de la maison où nous habitions. La présence scintillante de l'étoile polaire qui ne se couche pas reste fixe dans le ciel et sert aux navigateurs pour ne jamais perdre leur cap. Pour ses 80 ans, je lui fis cadeau de ce voyage en terre de Baffin, au-delà du cercle polaire, au pôle Nord. Dans une civilisation à tradition orale, le silence pèse plus lourd que dans une civilisation à tradition écrite, donc bavarde. L'importance des mots se montre plus dans leur usage rare que dans la profusion occidentale de messages, tellement abondants qu'ils s'annulent mutuellement et qu'on n'entend plus rien à cause du trop d'informations. Le silence initiatique des pythagoriciens ou des francs-maçons, celui des autistes ou des fous, pèse plus que tous les discours, y compris des philosophes, surtout des philosophes. Aujourd'hui, le silence effraie, il terrorise, il indispose les humains qui, pour conjurer l'angoisse, déversent des flots de paroles inutiles et saturent le réel avec un parasitage perpétuel formulé en volapouc. Le silence des populations qui rencontrent des étrangers désireux de forcer leurs secrets montre une détermination proportionnelle à l'intensité de la résistance dont elles sont capables. Plus elles se taisent, plus longuement elles se taisent, plus leur identité dure, persiste. J'aime que les Dogons aient choisi, eux, de souvent donner de fausses informations pour tromper l'ethnographe, lui envoyer des leurres avec lesquels ils s'excitent longuement en proposant des interprétations structurales toutes plus savantes les unes que les autres, mais toutes plus fausses, bien évidemment, les unes que les autres. Parler pour mieux faire silence, pointe aiguë de la dissimulation. Les Inuits se taisent. Les Inuits taisent, me semble-t-il, toute leur lecture traditionnelle, rituelle ou chamanique du monde. Sur ce sujet, ils opposent un mutisme massif. En sages, avertis et avérés, ils répondent aux questions lancées sur ce sujet avec un sourire faussement niais, un rire accompagné d'un gloussement caractéristique, un haussement d'épaule doublé d'une mimique ingénue ou un savant travestissement de leur anglais qui, soudain, devient inopérant, alors qu'il l'est tellement dès qu'il s'agit de partager dans un camac éloigné du regard des anciens un peu de vodka, de Calvados ou un Havane. Paul-Ouzy et mon père, deux silencieux, deux taciturnes, n'ont pas manqué de communiquer en silence pendant tout le temps du séjour polaire. Sans anglais en commun, l'un ne parlant qu'inuktitut, l'autre seulement le français, des regards, des gestes, des attentions, des signes
le tout sans aucun mot, ont raconté très vite une relation construite sur le respect des anciens. Atata, âgé de 74 ans, a manifesté plusieurs fois des égards à mon père, son aîné de 6 années. Ainsi, dans un premier campement réduit à la toile de tente, aux moustiques, au feu entre quelques pierres, à l'ombre grillée, aux lueurs de la nuit polaire, l'Inuit des glaces est venu raconter aux Normands des terres ses chasses anciennes, ses souvenirs, ses ours, ses igloos. Chacun était assis où il pouvait, à même le sol, sur une pierre, sur une bille de bois, peut-être abandonnée après la construction en dur de la petite maison traditionnelle de Paulusi. Nous attendions sa visite après le dîner frugal. La surface lisse de la mer, quelques clapotis sur la berge, la queue d'un poisson pris au filet, frappant l'eau, la clarté blanche de la lumière qui enveloppait dans un brouillard de lait les fjords alentours, tout exprimait une ambiance de début d'humanité, sérénité associée, paix des âmes réconciliées avec elles-mêmes, quand Atata apparut tenant une chaise à la main. Spectacle surréaliste d'un mobilier surgissant là, dans le dénuement le plus complet, genre de collision surréaliste apparentée à la fameuse machine à coudre sur un billard de salle d'opération. Atata, dandinant, marchant en regardant le sol, a rejoint notre petit groupe, puis posé la chaise sur le sol, avant d'indiquer à mon père, valide, bien portant, n'ayant rien formulé qui ressemble à l'aumône d'un siège, je ne l'ai jamais rien entendu demander de sa vie, jamais, qu'elle lui était destinée. Moment d'émotion du vieil homme, rendant hommage à plus ancien que lui, devant ses 2 employés trentenaires qui assistaient à la scène, taiseux, complices. Vieux sage dans son village, respecté pour ses qualités d'ancien, considéré par tous comme une figure majeure, patriarche devant qui tout plie, sommet du système tribal, chaman taciturne, il reconnaissait aux yeux de tous qu'une vieillesse supérieure à la sienne méritait cet égard. La gorge me serre encore aujourd'hui. Plus tard, ce fut un geste simple qui invita mon père à quitter le pont du bateau où le vent glacé, la pluie, le brouillard, le froid nous tétanisaient, pour la cabine de pilotage chauffée par un minuscule poêle, mais très efficace. Mon père fit tout le séjour aux côtés d'Atata, sphinx inuit à la barre du bateau, l'œil caressant la mer. Du côté paternel, jamais l'invite n'a été considérée comme définitivement acquise. Du côté d'Atata, la proposition fut réitérée quotidiennement. Et tous les matins, mon père se jucha sur le siège de son voisin complice. Atata sortit un jour un minuscule appareil photo jetable et photographia son complice. Geste furtif, pas d'effusion, prise de la photo, sourire, reprise des commandes du bateau. J'étais derrière eux. La vie me semblait belle, lumineuse, comme débarrassée du mal et de la mort. L'après-midi du jeu avec les osselets du sac en peau de phoque, lorsque Paulusi apprit que nous effectuions ce voyage pour fêter le 80e anniversaire de mon père, ouvrier agricole n'ayant jamais quitté son village, ni envisagé de réaliser un jour son rêve d'enfant, dès qu'il comprit que ce périple dans le Grand Nord visait à permettre au fils de réaliser le rêve de son père et de souffler 80 bougies sur un gâteau au sommet du monde, son visage esquissa un sourire, et furtivement il applaudit, ses 2 grosses mains presque immobiles, le geste quasi invisible, sans un bruit qui le trahisse, sans un mouvement qui le montre, presque pour lui. Au moment du départ, à l'aéroport de Qikiqtarjuaq, séparé par un grillage de la piste en terre où les avions se posent dans un nuage de poussière, crevant souvent le brouillard matinal très bas, frôlant la montagne et survolant les glaciers, mon père et Paulusi s'étaient retrouvés, silencieux côte à côte, se touchant presque, évitant de se regarder, de se parler, de tenter même d'échanger maladroitement quelques propos. Leur présence minérale ne déparaît pas dans le paysage, ni dans la rudesse du climat, la fraîcheur du jour. Leur poignée de main sans effusion, sans effet, échangea sûrement leurs 2 énergies, partagea leurs émotions.
Dans l'avion qui prenait de l'altitude, le froid augmentant, dans l'habitacle sans pressurisation, je me retournai sur mon père qui regardait le village s'éloigner, en bas. Quelques secondes plus tard, je le vis écrire un début de mot sur un petit morceau de carton, je ne sais pour qui, je ne sais lequel, ayant détourné le regard pour lui laisser son secret. Nous étions juste au-dessus des glaciers. Le ciel était saturé d'azur. Je prenais viscéralement une leçon de vérité. Bien, vous venez de nous parler d'une belle rencontre, d'une rencontre profonde et pacifique, éminemment pacifique. Et malheureusement, l'actualité, et pas seulement l'actualité, donne à voir maintes rencontres de l'autre qui sont beaucoup moins pacifiques. On peut penser aux affrontements actuels du Mali, à d'autres affrontements au Bangladesh ou au Pakistan. On peut penser chez nous à l'actualité autour du mariage dit pour tous. On peut penser aux difficultés de la construction européenne. Et c'est autour de cela dont nous allons parler, plutôt de cet aspect un peu problématique de la rencontre de l'autre et des diverses manières de le comprendre et de le vivre. Peut-être que ce qu'on peut souligner, disons, d'abord, c'est à quel point cette rencontre est aussi une rencontre dans les manières de voir les questions que pose la rencontre de l'autre. On a, me semble-t-il, au moins trois lectures qui vont être très, très différentes des conditions de cette rencontre et des difficultés liées à cette rencontre. Je dirais qu'une première lecture très développée dans le monde contemporain est une lecture plutôt morale et psychologique, dans laquelle on va évoquer des sentiments et des valeurs, et dans lequel sont évoqués en particulier des sentiments négatifs, de la peur, de la haine, du racisme. On va parler de phobie, d'homophobie, d'islamophobie, etc., ou de valeurs, l'ouverture à l'autre, la tolérance. Et dans cette vision, au fond, la question que peut poser le rapport à l'autre est une question psychologique, donc une question morale, à laquelle on va proposer des remèdes qui vont être également psychologiques et moraux, guérir les uns de leur phobie ou convertir les autres à des valeurs plus élevées et à de meilleurs sentiments. Disons une deuxième lecture, est à l'opposé, je dirais à certains égards, de la première, mais au contraire l'accent, non pas sur les mauvais sentiments de ceux qui rejettent, disons, l'autre, mais sur les comportements de ceux qui sont maltraités. Disons, dans une telle lecture, on dira que si dans les pays européens, les personnes issues de l'immigration sont mal reçues ou sont l'objet de discrimination, c'est parce qu'elles ne font pas l'effort pour s'assimiler. Ou on dira que si les femmes font des carrières moins brillantes que les hommes, c'est qu'elles sont moins impliquées dans leurs entreprises, que leur taux d'absentéisme est plus élevé, etc., etc. Et donc, au fond, je dirais que dans ces deux visions, on cherche un coupable, que ce coupable soit celui qui discrimine ou celui qui est discriminé. Alors, pour ma part, je ne vais pas chercher à approfondir, disons, ces discussions autour de la culpabilité des uns et des autres, mais plutôt, sans vouloir ignorer les deux premières visions, vous en proposer une troisième qui va insister sur les aspects plus objectifs des situations, sur, au fond, les questions que pose
au-delà de la bonne volonté des uns et des autres, que pose la rencontre de ceux qui sont différents dans leur manière de concevoir l'organisation de la société, dans la manière de concevoir les codes sociaux, les règles de civilité, le fait de savoir si on se lève tôt, si on se lève tard, si ce qui est un son et ce qui est un bruit, etc. Et c'est là-dessus, si vous voulez, qui conditionne quand même de manière très forte ce qui se passe, la rencontre concrète de l'autre dans le même espace, que l'on travaille ensemble, que l'on vive ensemble, que je voudrais insister. Et pour introduire, je voudrais vous citer très brièvement un petit texte moins poétique que celui qui va être lu, mais qui parle, disons, de notre monde, un texte de Pierre Bourdieu dans La misère du monde, son livre qui est consacré à toute une série de difficultés, disons, sociales, dans lequel il évoque la manière dont certaines personnes se trouvent en quelque sorte en conflit interne très violent entre, d'un côté, leur vision politique qui est attentive au respect de l'autre dans sa différence et à la culture d'une société dans laquelle on se rencontrerait au-delà des différences, d'un côté, et de l'autre côté, la manière dont ils vivent dans le quotidien la rencontre de façons d'exister qui sont différentes. Et donc, je cite. Donc, Bourdieu donne la parole à un certain nombre de ceux qui se trouvent ainsi, disons, tiraillés entre leur éthique et la gestion de leur quotidien, et dit la chose suivante. Tout tend à montrer que les traditions et les convictions internationalistes et antiracistes qu'ils ont acquises à travers leur éducation et leurs engagements politiques, et qui sont renforcées par la condamnation officielle de la discrimination et des préjugés raciaux, sont mises à rude épreuve au jour le jour par la confrontation avec les difficultés réelles de la cohabitation. Et donc Pierre Bourdieu, toujours, évoque un certain nombre de témoignages, ainsi, par exemple, celui de cette vieille militante socialiste qui, surtout l'été et en période de fête, ne peut plus supporter les bruits et les odeurs de l'immeuble auquel elle se sent enchaînée, ou celui de ce couple de vieux militants communistes qui, pour les mêmes raisons, ont dû déménager, la mort dans l'âme, avec le sentiment de manquer à toutes leurs convictions. Alors, vous voyez, donc, Pierre Bourdieu, dont l'œuvre, disons, de manière générale, est plutôt favorable et essaie de promouvoir des rapports constructifs entre ceux qui sont différents. En même temps, disons, en tant que sociologue, constate combien ceci peut être parfois difficile. Et donc, je voudrais évoquer, si vous voulez, avec vous, la question, la manière dont cette question, disons, du rapport à l'autre se pose de notre société. Je vais peut-être développer plutôt la manière dont elle se pose à l'intérieur de notre société, puis on pourra parler également de la manière dont elle se pose dans les rapports internationaux, et puis nous aurons tout un temps pour lequel nous pourrons réfléchir ensemble, disons, sur vos questions. Alors, je pense que vous savez tous que les Lumières et toute l'époque, disons, des révolutions, disons chez nous la Révolution française, ont porté le projet de transformer radicalement le rapport à l'autre, et le rapport en particulier à celui qui est différent. Donc, les difficultés, au fond, contemporaines, disons, du rapport à l'autre, sont très largement liées au fait que c'est produite une révolution, mais en même temps une révolution inaccomplie, dans laquelle le rapport social traditionnel a voulu être remplacé par un rapport politique, mais un rapport politique qui n'a pas vraiment fait disparaître ce rapport social et qui se trouve dans une relation complexe avec ce rapport social. Donc vous savez, donc, dans les sociétés traditionnelles, on est dans un traitement de l'autre qui est éminemment différencié selon que l'autre est
homme ou femme, qu'il est maître ou serviteur, qu'il est frère aîné, frère cadet, qu'il est ceci ou cela. Enfin, disons, à chaque position sociale vont être assortis des droits qui vont être différenciés. Par exemple, dans le mariage, les droits de l'homme ne sont pas les mêmes que les droits, disons, de la femme. Dans l'héritage, les droits de l'aîné ne sont pas les mêmes que ceux du cadet. Et puis, par ailleurs, dans laquelle existe toute une étiquette dans laquelle chacun va être traité de manière différenciée en fonction de ce qu'il est. Disons, parmi les textes littéraires qui auraient été lus, on aurait pu aussi citer un texte de Proust dans lequel il évoque la manière dont la duchesse de Guermantes, au milieu recevant une compagnie nombreuse, dit Proust, est capable, en un même geste, de saluer un grand nombre de personnes en accordant à chacune d'elles le traitement exact qu'il convient à sa position dans la société. Et donc, dans ce monde, tu sais, qui valorise la différence et qui valorise le traitement de chacun en fonction de la place qu'il occupe, disons, dans le monde social, va être transformé par un projet radical, qui a été de construire une société de citoyens considérés comme égaux et traités de manière identique, indépendamment de leurs caractéristiques sociales. Et donc, ce projet, à la fois, marque notre société depuis, en tout cas pour la société française, depuis plus de 2 siècles, depuis l'époque de la Révolution, et le marque avec à la fois des avancées, des reculs, une tendance générale, mais une tendance générale qui n'est pas arrivée à transformer radicalement la société. Vous savez par exemple qu'au moment de la Révolution, il a été question pendant un temps de prohiber les appellations monsieur et madame, considérées comme des résidus de l'Ancien Régime, disons au profit de citoyens et de citoyennes. Il a été envisagé de prohiber l'utilisation du vous par rapport au tu, en même temps que l'on changeait le nom des dates, le nom des mois, le nom et tout un ensemble, disons, d'aspects sociaux. Et puis, disons, ceci a eu des retours en arrière, disons, avec des points de transformation qui ont été très, très différents. Je dirais que le principal succès de ce projet de transformation radicale, je dirais de reformatage radical de la société, a été la transformation de la société proprement politique, avec, au premier chef, la transformation du suffrage. Transformation dont vous savez qu'elle a pris bien du temps, avec une première étape, disons, du suffrage universel des hommes en 1848 et une deuxième étape de l'extension de ce suffrage universel aux femmes seulement en 1944. Alors, il est frappant, si vous voulez, de voir comment s'est opéré à propos de la question du suffrage, la rencontre entre ce projet de réforme, disons, radicale de la société, et puis tout le reste d'une conception ancienne dans laquelle il était essentiel de distinguer les uns et les autres en fonction de leurs caractéristiques sociales. Et donc, vous savez qu'en 1789 a été mis en place un suffrage censitaire dans lequel on s'est interrogé sur les capacités des uns et des autres à participer réellement au suffrage, à être réellement un citoyen, à ressembler à la figure du citoyen. Et que les révolutionnaires ont considéré, dans un premier temps, que toute une série de personnes ne pouvaient pas, de par leur position sociale, ressembler suffisamment à la figure en majesté du citoyen pour pouvoir accéder au droit de vote. Donc ainsi, les domestiques, par exemple, ont été considérés comme n'étant pas suffisamment indépendants de leur maître pour pouvoir avoir le droit de vote. De même, les moines ont été privés du droit de vote en considérant qu'ils étaient trop dépendants de leur congrégation pour pouvoir voter.
Les femmes, de même, ont été privées du droit de vote sans véritable discussion, du reste à l'époque, en considérant qu'elles ne correspondaient pas à l'image que l'on se faisait, disons, du citoyen. Et donc, cette question, si vous voulez, du droit de vote, à qui donner le droit de vote et comment traiter la diversité de la société concernant le droit de vote est restée pendante entre 1789 et 1848. Et donc, en 1848, c'est fait un grand saut dans lequel, au fond, on a décidé que l'on n'allait plus se préoccuper pour savoir qui allait voter et qui n'allait pas voter. On n'allait plus se préoccuper des questions de différence. On allait considérer tout le monde comme des citoyens, en tout cas les hommes, comme des citoyens ayant en tant que tel le droit de vote. Et il s'est produit une sorte de, j'allais dire, de passe-passe intellectuel dans lequel on a assimilé le fait de voter à un sacrement, le terme a été utilisé à l'époque, comme quelque chose qui régénérait les individus et en la régénérant, leur donnait la possibilité, les rendait aptes à voter. Et donc, actuellement, si vous voulez, si vous allez dans un bureau de vote, peu importe votre âge, peu importe votre condition sociale, peu importe que vous soyez en pleine possession de vos moyens intellectuels ou déjà sur la pente descendante de vos facultés intellectuelles, vous aurez exactement les mêmes droits que tout le monde. Votre bulletin sera déposé dans la même urne et vaudra exactement la même chose que celle de tout autre, et vous aurez fait la même queue, disons, que tout autre. Et donc, on est arrivé, dans ce domaine, disons, politique, à une gestion de la diversité de la population consistant à oublier cette diversité et à dire que l'on est dans un registre du droit, et du droit qui est indépendant des caractéristiques sociales de chacun. Mais ce qui a été, disons, ainsi réalisé dans le domaine du suffrage n'a été, de fait, absolument pas réalisé dans les autres domaines de l'existence sociale dans lequel existe toujours un regard social, des manières sociales d'exister, des façons d'être, des façons de traiter autrui, des façons de lui accorder une position ou une autre position, des façons de s'adresser à lui, des façons d'exercer une certaine civilité à son égard, des règles d'étiquette qui restent, et spécialement probablement dans la société française, très hautement différenciées. Si vous prenez, disons par exemple, le monde du travail, vous verrez que à certains égards, on peut dire qu'il y a un droit du travail qui s'applique à tous, mais même déjà, disons, le droit du travail va distinguer des statuts qui sont différents. Vous avez le droit du travail qui va s'appliquer dans le secteur public, n'est pas exactement le même que celui qui va s'appliquer dans le secteur privé. À France Télécom, le droit du travail qui s'applique aux anciens fonctionnaires n'est pas le même que ceux qui sont l'objet d'un recrutement privé. Et puis, de plus, évidemment, les mœurs vont donner des visions extrêmement différenciées de la population, disons, travailleuse. Je pense que, on est ici dans un lieu de science. Et vous savez peut-être qu'il y a quelques années, le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, donc a voulu, dans une optique de modernisation, redistribuer la répartition des chercheurs entre divers groupes, diverses disciplines, et que, entre autres, parmi les choses qu'il a faites, il a voulu regrouper les chercheurs qui s'intéressent à l'Inde contemporaine avec les chercheurs qui travaillent sur l'Inde ancienne, sur le sanskrit et sur donc les langues anciennes. Et faisant cela, l'administration du CNRS a suscité une révolte profonde de la part de ceux qui travaillent sur une matière qu'ils considéraient comme éminemment respectable, éminemment noble, qui était l'étude du sanskrit et l'étude de l'Inde ancienne. Et à l'idée qu'ils allaient être mélangés
avec cette espèce, disons, peu définissable de gens travaillant sur l'Inde contemporaine, enfin des sociologues, à la limite du journaliste, des choses comme ça, a semé, disons, la révolte parmi ceux qui se sont considérés comme éminemment supérieurs. Et je ne sais pas, pour prendre un autre exemple, je pense qu'il serait intéressant de prendre un journal, je citerai à tout hasard Libération ou le Nouvel Observateur, qui fait profession, disons, de respecter profondément l'égalité de tous les humains, disons, quels qu'ils soient, et la valorisation de l'acceptation de la diversité. Et si vous demandiez un journaliste de ces organes de presse ce qu'il pense de ses collègues, si j'ose prononcer le mot, de Gala ou de Closer, je suppose qu'il serait bien indigné de voir qu'on les mette dans le même sac, et même à l'idée que l'on puisse qualifier du beau terme de journaliste quelqu'un qui va travailler dans ces feuilles, disons, aussi peu dignes d'estime que Gala ou Closer. Donc, vous voyez que c'est même pas une question, disons, de position politique, c'est que les mêmes individus, et c'était le cas, disons, que je citais tout à l'heure à propos de Pierre Bourdieu et de ce qu'il disait sur les banlieues, vont se retrouver dans une pluralité de registres dans lesquels ils vont avoir à osciller, disons, entre ces divers registres. Alors, en principe, si vous voulez, quand même, disons, il y a quelque chose, disons, un dispositif qui permet de gérer le raccord entre l'homogénéité des citoyens, indépendamment de leur position sociale d'un côté, et la diversité des personnes sociales, qui est la répartition entre la vie privée et la vie publique. Je voudrais vous citer des choses qui s'écrivent, disons, dans ce domaine-là. C'est un extrait de livre classique de Dominique Schnapper, La relation à l'autre, au cœur de la pensée, disons, sociologique, dans lequel elle dit « Au privé, la libre expression des différences, au public, l'assimilation à l'ordre juridique et politique de la citoyenneté. » Au privé, l'affirmation libre des identités et des références particulières grâce auxquelles l'homme donne librement un sens à son existence. Au public, l'unité, égalité, université de la citoyenneté et de l'individu. Alors, ceci n'est pas nouveau. Déjà, Tocqueville, qu'on aurait pu citer aussi, enfin, qui est à la fois sociologue et quand même un grand littérateur, disait la chose suivante concernant la société américaine, mais ça pourrait s'étendre au-delà de la société américaine. Donc, je cite Tocqueville, « Il n'y a point d'état social ni de loi qui puisse rendre les hommes tellement semblables que l'éducation, la fortune et les goûts ne mettent entre eux quelques différences. Et si des hommes différents peuvent se trouver quelquefois leur intérêt à faire en commun les mêmes choses, on doit croire qu'ils n'y trouveront jamais leur plaisir. Ils échapperont donc toujours, quoi qu'on fasse, à la main du législateur, et se dérobant par quelque endroit du cercle où l'on cherche à les renfermer, ils établiront, à côté de la grande société politique, de petites sociétés privées dont la similitude des conditions, des habitudes et des mœurs sera le lien. Les Américains, qui se mêlent si aisément dans l'enceinte des assemblées politiques et des tribunaux, se divisent au contraire avec grand soin en petites associations fort distinctes pour goûter à part les jouissances de la vie privée. Chacun d'eux reconnaît volontiers tous ses concitoyens pour ses égaux, mais il n'en reçoit jamais qu'un petit nombre parmi ses amis et ses hôtes. Donc, au fond, Tocqueville me paraît, si vous voulez, bien poser cette question de la gestion, si vous voulez, de l'altérité, et au fond, dans laquelle les sociétés modernes ont voulu trouver un compromis, en quelque sorte, entre cette vision du citoyen égal à tout autre et devant être traité comme un semblable dans la vie publique, et puis la possibilité, disons, dans la vie privée, de ne pas le traiter comme un semblable. Alors, question qui va se poser, c'est quelle est la frontière entre la vie privée et la vie publique ? Et on a donc des tas de situations qui font régulièrement l'objet des journaux et des faits divers, qui sont liés à des situations dans lesquelles
on peut hésiter pour savoir si on est dans la vie privée ou dans la vie publique. Alors, prenez par exemple une situation qui revient régulièrement dans l'actualité, qui est celle des sorties scolaires et des tenues islamiques portées par les mères qui participent à des sorties scolaires. Vous savez que, tour à tour, les ministres éditent des avis, ont des avis différents là-dessus. Et pourquoi? Parce que, au fond, la mère d'élèves qui accompagne une sortie scolaire, à certains égards, en tant que accompagnant dans un rôle qui est un rôle officiel, accompagnant les maîtres au sein de cette sortie scolaire, elle fait partie elle est dans un espace public. Elle est une représentante, disons, d'un organe public, et à ce titre, elle est conviée à la neutralité qui convient aux agents publics. Mais en même temps, c'est une personne privée qui accompagne son enfant. Et en tant que personne privée, elle a donc droit à se différencier comme ont droit les personnes, tout à chacun a le droit de le faire, disons, dans un espace privé. Alors, toujours autour de cette question, disons, pour reprendre, disons, de la tenue islamique, il y a eu, dans des élections récentes, tout un débat au sein du nouveau parti, attendez, je ne me trompe pas, voilà, au sein du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, donc il y a eu de vifs débats autour, disons, de cette question pour savoir, disons, comment traiter l'autre, et comment traiter l'autre, en l'occurrence, là, une candidate d'une jeune fille musulmane portant le voile. Donc, le nouveau parti anticapitaliste, donc, a réuni une assemblée pour investir les candidats locaux, et donc, ceci a suscité, disons, de vives tensions. Donc 3 colistières ont démissionné en ne voulant pas figurer sur la même liste que la jeune fille. Et l'une d'entre elles dit les choses suivantes: c'était intenable. Pour moi, il y avait incompatibilité entre être dans un parti laïque et féministe, avec un signe religieux ostensible, symbole d'une forme d'oppression de la femme. Mais d'autres militants ont dit au contraire, ont dénoncé un climat d'islamophobie rampante. Donc, on a eu, je vous cite, pour les uns, est-ce le foulard qui détermine la femme ou la femme qui détermine le sens de son foulard? Pour les autres, à l'heure où les filles et les garçons des quartiers luttent contre l'obscurantisme, le NPA fait du voile l'étendard de son projet de société, etc., etc. Donc, vous voyez, parmi même des gens qui ont la même tendance politique, on est dans un même parti, on va avoir, disons, des positions qui vont être des positions très, très contrastées autour de cette question. Alors, ce débat, enfin, dont je dirais que, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, vous allez trouver sous une forme ou d'une autre, des expressions, disons, autour de ce débat, finalement. Dans quelle mesure l'autre est-il un citoyen et dont doit-il être traité comme un autre citoyen avec tous les droits afférents à l'état de citoyen et sans que l'on puisse distinguer parmi les citoyens telle ou telle catégorie, disons, de citoyens, et dans quelle mesure est-il un être social ayant des propriétés sociales et doit-il être traité conformément à l'aspect particulier et au caractère particulier de ses propriétés sociales. Et donc ce débat informe sans cesse, disons, l'actualité. Et donc on l'a vu encore, disons, et on le voit encore, disons, tous les jours actuellement, à propos, disons, de l'extension du droit au mariage, avec d'un côté la vision selon laquelle on est entre citoyens. La question est celle des citoyens, de l'égalité des droits des citoyens, et de même que dans le bureau de vote, on ne vous demande pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, etc. On n'a pas à demander, à se préoccuper du sexe ou du genre, dirait-on maintenant, des citoyens, et tout le monde doit avoir les mêmes droits. Et une autre vision consiste à dire, qui est plutôt une vision, disons, sociale, dans laquelle on dit on va prêter attention à la position respective des uns et des autres dans la famille et dans les mécanismes, disons, de transmission de la vie.
Et il est clair, disons, que ces deux positions sont défendues de manière telle que on voit difficilement un raccord possible, disons, entre les deux. Alors de même, on a eu au moment des débats sur l'identité française, on a eu une espèce de point de bouffée, disons, autour de cette question, qui était de savoir quelle était la place de l'autre et quelle était, la France devait se considérer comme une société, disons, de citoyens dans laquelle on n'avait pas à se préoccuper, disons, d'où venait, disons, l'autre, et au contraire, une vision dans laquelle on avait éminemment à s'en préoccuper. Alors, je vous rappelle, j'avais été frappé, disons, à l'époque, disons, de ce débat, un journal donc comme Le Monde qui avait défendu de manière très très ardente une vision très très ouverte de la nationalité, de l'identité française, dans laquelle on ne devait pas s'occuper des origines, avait à cette époque-là fait un interview, il y avait une grande page d'interview d'un frère de notre ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Et donc, dans cette interview, il l'avait interrogé sur son père, sur son grand-père, sur ses ancêtres polonais qui avaient participé, je crois pas, peut-être au 18e, disons, à des événements polonais, et dans lequel il était clair que cet individu était vu par le monde comme étant de manière intéressante, enfin il était considéré comme intéressant pour les lecteurs de savoir ce qu'avaient fait ses ancêtres polonais il y a je ne sais combien de générations. Et donc on avait, peut-être encore pour donner un exemple, si vous voulez, de la façon des hésitations qui tournent autour de cette question, je voudrais citer une décision du Conseil d'État. En principe, vraiment le gardien de la loi et le gardien de l'orthodoxie, disons, la plus stricte, l'orthodoxie la plus stricte, disons, républicaine. Et qui est, donc, en principe, ne traiter vraiment les Français comme des citoyens, indépendamment de toute autre caractéristique. Donc, c'est passé en disant en 2010, donc on a la question, disons, s'est posée d'un certain nombre de personnes dont les parents appartenant à des familles juives avaient francisé leur nom après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on citait Rosenkopf devenant Rosen, Frankenstein devenant Franier, etc. Bon. Et donc, certains noms ont demandé à reprendre le nom de leur nom d'origine, nom originel. Et le Conseil d'État a refusé au nom de l'impossibilité d'adopter un nom à consonance étrangère. Alors, l'avocat, disons, des familles, s'est indigné et a eu parfaitement raison de s'indigner dans une optique qui était une optique de citoyen, en disant les choses suivantes. Ces textes de loi sous-entendent clairement la notion préoccupante de nom français. Nous avons donc demandé au Conseil d'État qu'est-ce qu'un nom français, qu'est-ce que signifie cette idée de pureté du nom. Les personnes dont nous portons la voix ont toutes été naturalisées françaises et réclament simplement un rapprochement symbolique avec leurs racines. Il ne s'agit en rien d'une remise en cause de leur identité républicaine. En quoi leur patronyme serait-il moins français que ceux des Basques ou des Bretons ? Pour ma part, j'ai un patronyme basque, effectivement, je ne me sens pas trop gêné là-dessus. Et le Conseil d'État a déclaré qu'il ne prévoyait aucune modification de la loi et qu'il se situait dans une perspective d'intégration dans la société française, en considérant qu'un patronyme basque ou breton était parfaitement compatible avec une bonne intégration dans la société française, mais que d'autres patronymes pouvaient être moins compatibles avec cette intégration. Et alors que vous voyez, là, pour le coup, on se situe totalement dans une perspective qui n'est pas une perspective d'une société de citoyens, mais dans une perspective de société dans laquelle on est dans des rôles sociaux, dans des positions sociales, disons, qui sont différenciées. Alors, disons, question qu'on peut se poser, mais c'est, est-ce que vraiment, comment concilier, ou peut-on concilier,
disons, ce qui relève, disons, de cet idéal, disons, républicain d'une société dans laquelle tout le monde ait les mêmes droits et tout le monde serait traité de la même façon et dans lequel, finalement, l'autre serait traité de la même façon que l'Inuit et le Français dont on nous parlait tout à l'heure font se respecter l'un l'autre dans leurs différences. Disons, comment concilier ça, cet idéal, avec des mécanismes sociaux, disons des mécanismes sociaux différenciateurs. Et je dirais qu'au fond, si l'on regarde, si l'on sort de la France et qu'on essaie de prendre le spectre, disons, des sociétés que l'on trouve, disons, sur la planète, au fond, on voit qu'il y a clairement, disons, deux pôles avec toute une série d'intermédiaires. Au fond, on a un pôle dans lequel, finalement, la vie sociale se combine avec une très grande diversité. Très grande diversité. On pourrait citer l'ancien empire turc. Certains citent souvent la Grenade de l'époque, disons, de l'époque arabe, ou on pourrait citer, disons, la société indienne, encore avec quelques réserves, mais dans lequel on voit, au fond, pour revenir à l'ancien empire turc, ce qu'on appelait le système des millettes, c'est un système dans lequel on a une série de communautés qui, très largement, s'auto-administrent, avec chacune, à des tas d'égards, son droit familial en tout cas, chacune c'est son système, chacune ses écoles, chacune, s'il y a lieu, sa presse, et même, très souvent, chacune son quartier, dans lequel finalement, là, le rapport et la gestion, disons, de la diversité est fait par la séparation, je dirais par la séparation physique. Alors, il y a une autre forme, disons, de gestion de la diversité, qui est par la séparation non pas physique, mais la séparation symbolique. Par exemple, des études qui ont été faites en Mauritanie montrent que, encore maintenant, existent en Mauritanie des formes dont les Mauritaniens nient qu'elles constituent de l'esclavage, enfin, qui sont considérées, en tout cas, par ceux qui étudient la société mauritanienne, comme vraiment fort proches, disons, de l'esclavage. Mais on constate, disons, que les esclaves peuvent vivre dans des rapports extrêmement intimes avec leur maître. Mais que cette intimité peut être d'autant plus grande que la force des barrières symboliques entre les uns et les autres est tellement grande que la coexistence, disons, au sein d'un même espace ne conduit, disons, à aucune confusion. Et puis, vous avez, disons, un autre bord, disons, des sociétés qui vont être, au contraire, très peu ségrégées, dans lesquelles on va avoir, et qui vont avoir peu de barrières, ni physiques, ni symboliques, entre les uns et les autres, mais dans lesquelles la pression du conformisme va être très grande. On peut donner en exemple ce qui était traditionnellement, disons, les sociétés d'Europe du Nord. Et font un des problèmes, disons, que vont rencontrer très largement les sociétés actuelles, c'est que, et qui est très frappant, disons, actuellement, disons, en Europe du Nord ou aux Pays-Bas, c'est que on est dans une hésitation entre les deux formes de société. On est à la fois dans un désir d'ouverture à l'autre qui conduit à rejeter toute forme de discrimination ou de ségrégation. Et on est en même temps dans un monde dans lequel la pression du conformisme social est très grand et dans lequel donc le traitement de l'autre hésite et aussi, disons, entre la pression pour qu'il s'assimile, pour qu'il devienne conforme, et puis l'idée qu'au fond il pourrait se retrouver dans une communauté qui serait distincte et qui viderait, disons, sa propre vie.
Tocqueville, si on revient à lui, a examiné aussi une transition, disons, dans la manière de gérer l'hétérogénéité, disons, à propos des rapports, de la situation des Noirs aux États-Unis. Et Tocqueville a longuement développé dans la démocratie en Amérique le fait que dans la situation dans laquelle les Noirs américains étaient esclaves, la distance symbolique qu'ils avaient avec leur maître faisait et permettait qu'ils fassent beaucoup de choses ensemble, et en particulier se retrouver dans les mêmes églises, alors que, dit Tocqueville, l'affranchissement, disons, des Noirs a été conjugué avec une ségrégation beaucoup plus forte que celle qu'il y avait, disons, précédemment. Alors, évidemment, face à ces difficultés qui sont des difficultés sociales, le désir de construire une société qui soit radicale dans l'expression du projet des Lumières, du traitement de l'autre comme un semblable, quelles que soient les différences qui puissent exister entre les uns et les autres, paraît un peu, je dirais, aussi utopique que l'a été le projet de construction d'une société sans classe, projet dont le 19e et une bonne partie du 20e ont largement vécu, et qui actuellement s'est quand même un peu effacé face au fond, au compromis peu glorieux social-démocrate, dans lequel compromis social-démocrate qui essaie de mettre en œuvre des formes d'égalité, des formes relatives d'égalité, mais tout en admettant que l'égalité économique ne se produira pas. Donc on peut se demander si, de même, disons, dans la gestion de l'altérité, du rapport à l'autre, nos sociétés ne seront pas amenées finalement à accepter et donc à construire de manière volontaire, disons, non pas comme quelque chose, disons, que l'on est censé ne pas faire et que l'on fait en pratique simplement de manière très honteuse, mais comme faisant partie de la condition humaine, disons, des compromis entre l'idéal d'une société de citoyens et la réalité d'une société, disons, différenciée. Je vois que mon temps de parole est à peu près épuisé. Je voudrais juste simplement évoquer le fait, mais nous pourrons en parler si vous voulez dans la discussion, que cette question de la gestion de la diversité qui va se poser à l'intérieur même d'une société va se poser bien sûr à un niveau international. Même prenez simplement la construction européenne. Le fait et la difficulté de l'Europe à trouver, par exemple, des positions communes à l'égard du marché, à trouver des positions communes à l'égard de la régulation de la finance, ou les difficultés qu'a eu l'Europe à trouver des positions communes au moment où il s'est agi d'obtenir le sauvetage de la Grèce, a été lié aussi que entre les Français, les Anglais et les Allemands, pour ne parler déjà que, si nous avons des valeurs communes, si nous avons des valeurs communes autour de la démocratie, de la liberté, disons, et de l'égalité, ce que veut dire concrètement la liberté pour un Anglais, la liberté pour un Allemand et la liberté pour un Français sont des choses extrêmement différentes. On pourrait dire, disons, pour résumer, au fond, que la liberté pour un Anglais, c'est la liberté du propriétaire qui est libre de négocier de la façon dont il l'entend, sa contribution à toute œuvre commune et à être relié par des contrats avec d'autres personnes avec lesquelles il a négocié librement. Que la liberté pour un Allemand est plus vue comme le droit de participer à une décision collective
affectant le destin de tous, dans lesquels chacun pour tous et tous pour chacun, comme dirait Kant, décide de ce que doit faire la collectivité. Et au fond, la liberté, c'est le fait d'avoir droit de participer, d'être participant, d'avoir droit au chapitre dans ces décisions collectives. Et que pour des Français, la liberté est plus vue comme le fait d'être traité avec les égards dus à son rang, dus à sa position, et de ne pas être obligé à mener, à plier, par peur ou par intérêt, devant celui qui peut soit vous nuire, soit vous faire bénéficier de ses faveurs. Et donc vous pouvez imaginer comment construire ensemble des institutions communes quand on a des visions aussi différentes de ce que sont les valeurs, disons, démocratiques, pose évidemment question que l'Europe n'est pas prête de résoudre. Et je dirais, simplement, c'est pour conclure, au fond, que dans cette transition qui nous mène de l'ancienne société, des sociétés traditionnelles, des sociétés d'ancien régime, dans lequel qui réglait le problème de l'altérité, le problème de l'autre, en lui donnant un statut différent et en le traitant conformément à son statut. Donc dans le passage des anciennes sociétés à la tentative de construire une nouvelle société qui soit une société de citoyens et dans laquelle l'autre soit traité de la même façon, quel que soit ce qui sépare de lui et qu'il soit traité comme insemblable, même s'il est différent, nous en sommes dans une phase tout à fait encore exploratoire dans laquelle nous avons bien loin d'avoir fini de trouver un équilibre raisonnable entre l'un et l'autre. Alors sans parler du problème vertigineux que pose l'hétérogénéité de la planète et comment arriver à faire vivre un monde où des Chinois, des Afghans et des Européens, pour ne parler que d'eux, ont des visions tellement différentes de ce que c'est qu'une bonne manière de vivre ensemble. Voilà, merci pour votre attention et je serai ravi que nous puissions approfondir ensemble ces questions. Merci beaucoup, Monsieur Diribarne. Je vais faire circuler un micro si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions. Voilà, monsieur. Bonjour, monsieur. Les questions qui ont été soulevées par votre conférence, à mon avis, sont assez concrètes, finalement, parce que c'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que le dicton qui se ressemble, s'assemble, vous paraît, non pas ni bien ni mal, mais vous paraît conforme à la nature humaine ou pas? Ou est-ce qu'il faut lutter contre? Parce que à ce moment-là, soit les fameuses différences sont acceptées, dans cette idée de chacun s'assemble avec qui se ressemble, etc., ou alors elles sont combattues. Donc on n'a même plus le droit aux différences. Je vois, par exemple, moi personnellement, prenons une différence, si vous voulez aller par là. Bon, je vois comment j'étais lorsque j'avais 17, 18 ans et qui je fréquentais. Je fréquentais d'autres jeunes qui étaient bruyants, qui étaient ceci, qui aimaient le sport et tout ça. Et maintenant, à mon âge, mes fréquentations, c'est plutôt des gens de mon âge. Bon, maintenant, si on m'obligeait à 17 ans à être avec des vieillards, je dis non, rien à faire, laissez-nous de côté. Si de l'autre côté, moi aujourd'hui, on me disait, bon, allez, on va mettre une discothèque dans ton immeuble, et puis ne dis rien. Vous voyez, je veux dire par là que chaque chose a sa place. Est-ce que l'idée de tout niveler, ça me paraît un petit peu dément. Alors, je dirais d'abord, si vous voulez, bon, il y a plein de travaux sur la question que vous évoquez. Il y a une expérience, disons, classique de psychologie sociale dans laquelle on prend un ensemble de gens complètement au hasard et aux uns on met un maillot vert et aux autres on met un maillot bleu. Et puis ensuite on demande à chacun de donner une opinion
sur les gens qui se trouvent, disons, avec le même maillot de manière totalement au hasard. Et on constate que les bleus ont une opinion beaucoup plus favorable des bleus que des verts, et que les verts ont une opinion plus favorable des verts que des bleus. Non, il y a effectivement, il y a aussi une expérience, je crois, qui a été faite au moment du tournage du film Napoléon d'Abel Gans. Il y a des gens tout à fait au hasard à qui on avait donné un uniforme d'officier général, d'autres d'officiers, de sous-officiers et de soldats. Et au moment de la pause, quand il s'agit de déjeuner, eh bien, les gens qui avaient la tenue de général se sont retrouvés entre eux, les officiers entre eux et les soldats les autres. Alors, donc, on a effectivement une tendance de nature humaine. Alors, en même temps, je pense que cette tendance peut conduire, et a conduit dans l'histoire, aux pires dérives. La Shoah est quand même fondée sur un mécanisme, disons, de cet égard-là, à cet égard-là. Alors, la question, je crois, concrète qui se pose dans la société, c'est comment lutter contre, effectivement, les dérives. Alors, sans aller si loin, c'est vrai qu'il y a toute une manière de se moquer de ceux qui sont différents, de se moquer de ceux qui sont grands, qui sont petits, qui sont maigres, qui sont gros, qui sont, enfin, etc. Il y a 1000 façons, disons, de se moquer. Bon. On peut dire qu'elle ne contribue pas à une forme harmonieuse de vie en société, hein, dans laquelle, je pense, c'est une bonne chose de lutter la contre. Je pense que le fait que le suffrage universel est quelque chose de raisonnable. Qui à l'expérience, vraiment, beaucoup de gens ont discuté le suffrage universel. Hein. On a dit, c'est aller contre la raison de faire le suffrage universel. C'est une bonne chose. Donc, je crois qu'on ne peut pas prendre sur ces questions une position qui soit simplement, on a une idée générale que qui se ressemble s'assemble d'un côté, ou on va être tous pareils et donc tous ensemble de l'autre. Et je crois que c'est la question à laquelle se trouve confrontée notre société dans toute une série de domaines, hein, c'est que dans quelle mesure, effectivement, peut-on considérer que le dicton est une donnée de la condition humaine contre laquelle il serait vain de vouloir lutter, et dans quelle mesure, au contraire, vaut-il la peine de considérer que le fait que nous soyons tous humains est aussi une donnée de la condition humaine, et que c'est celle-là sur laquelle il faut mettre l'accent. Et donc, l'existence de ces deux réalités amène à faire des compromis qui sont actuellement un peu honteux, et faits de manière un peu honteuse. Pour ma part, dont j'aurais tendance à dire qu'ils peuvent être faits de manière plus explicite. Oui, deux questions a priori bêtes, si vous permettez. La première, c'est de dire que dans la conscience que j'ai de moi-même, quand je vais chez le médecin, je n'ai pas de maladie vraiment différente que celle de n'importe qui. Et pourtant, de par mon histoire, qui n'a rien d'extraordinaire, je me sens unique. Est-ce que vous... Alors, c'est ma première question. Et la deuxième, si vous me permettez, il y en a deux. La première question, c'est de dire la société, en tant qu'ensemble d'êtres humains, est inévitablement confrontée à ce que je viens de dire, qui se réduit à un individu, si vous voulez, mais à la conscience d'un individu face à sa similitude et à sa diversité des autres individus de la société. Et la deuxième question, c'était de dire, homme, femme, nous participons, quel que soit le genre ou le sexe, de la même nature, et pourtant nous sommes très différents et aussi très semblables. Je pense que la société, vous dites que les Lumières n'ont pas fini de porter le projet de l'égalité, mais en fait, si on pense que la démocratie
sa seule justification, c'est de n'oublier personne, je pense que le rôle d'une démocratie est aussi de s'intéresser à la plus grande diversité. Merci, monsieur. Alors, si vous voulez, dans la théorie, il y a deux formes de diversité. Il y a d'une part une forme de diversité qui résulte de la capacité qu'a chacun à choisir son genre de vie, etc. Vous pouvez avoir envie d'avoir un chandail bleu, vert, jaune, d'aller en vacances en Corse, au Baléares, etc. Vous pouvez avoir, enfin, disons, toutes les envies que j'ai. Bon. Et alors, qui pour certains, poussent, disons, jusqu'à des choses un peu extrêmes. Je me rappelle récemment un article paru dans Libération disant qu'il était scandaleux que sur les cartes de sécurité sociale, il y ait 1 pour les hommes et 2 pour les femmes, et du reste, qui est l'inverse, hein, qu'on n'avait pas à assigner à quelqu'un une identité de genre, et que c'était à chacun de dire, et du reste de manière différente, à différentes époques de son histoire, qu'à un moment donné, il entendait être homme, à un autre moment femme, etc., et que du reste, la distinction entre l'un et l'autre était totalement dépassée. Alors, donc, première question, au fond, jusqu'où va-t-on dans la radicalité, disons, de ce droit, si vous voulez, à la différence? Et puis alors donc, toujours, disons, dans le projet théorique, il y a des différences donc choisies qui sont bonnes et qu'il faut respecter, et puis des différences imposées, par exemple, mettre une étoile jaune, ou des choses comme ça, qui, elles, au contraire, doivent être combattues. Mais c'est pas seulement ça, c'est de dire, je sais pas, traiter de manière différente, je sais pas, le droit au mariage, ne pas donner le même droit, disons, à tout le monde. Alors, dans cette opposition, si vous voulez, entre les deux formes de diversité, une grande difficulté de nos sociétés est de savoir finalement quelle est la frontière entre les différences choisies et les différences imposées. On a des tas pour prendre. Vous parliez des hommes et des femmes. Il y a eu un débat entre féministes il y a quelque temps autour de l'allaitement maternel, avec deux courants qui se sont opposés. Un courant qui disait l'allaitement maternel est quelque chose imposé par les hommes aux femmes dans une société machiste qui veut les obliger à un rôle différencié, etc. Et un autre courant également, qui se disait également féministe, je ne me permettrai pas de trancher entre les deux, qui disait l'allaitement maternel est au contraire lié à la conscience des femmes qu'elles ne doivent échapper à l'oppression de la société du travail, etc. et retrouver le plaisir immense, malheureusement pour ma part que je ne connais pas, de l'allaitement, etc. Et donc, on est, si vous voulez, actuellement autour, si vous voulez, de ces questions, finalement, de l'infinie diversité des choix, des situations d'un côté telles que vous évoquiez, et de l'autre, de l'exigence de traitement indifférencié qui soit aveugle au sens juridique du terme, disons, par rapport à ces différences. Nos sociétés naviguent de façon, et pour ma part, donc j'aurais tendance à dire qu'elles continueront à naviguer. Enfin, je ne vois pas comment on peut arriver à trouver quelque chose de carré. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, une question très simple. Quelle différence faites-vous entre citoyen et individu, et de manière générale entre citoyenneté et individualisme? Si vous voulez, l'idée, des individus, il y a des individus partout. Il y a toujours eu des individus, disons, dans toutes les sociétés, même dans les sociétés pour lesquelles le mot même de citoyen et la notion de citoyen
était quelque chose de tout à fait impensable. Bon, l'idée de citoyen est intimement liée à l'idée d'une société dans laquelle l'ensemble, disons, des individus composant la société ont des droits et donc à la fois ont des droits de mener leur vie, disons, comme ils l'entendent, tant que cela ne gêne pas les autres, et en même temps ont le droit de participer collectivement aux décisions qui sont prises par la collectivité. Donc c'est une vision politique, c'est l'idée du citoyen, c'est une vision politique, disons, de la société. Alors que l'idée d'individu est beaucoup plus générale et beaucoup plus neutre. Quelqu'un ici. Oui, dans le cadre de ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez de la discrimination positive? Alors, là aussi, si vous voulez, enfin, donc, vous savez qu'aux États-Unis, donc, qui ont beaucoup pratiqué la discrimination positive, bon, il y a eu, disons, d'innombrables procès autour de la discrimination positive. Bon, alors l'idée de départ de la discrimination positive, vous savez, l'argument qui a été donné pour la discrimination positive, c'est de dire que donc dans la logique américaine, vous avez très fortement la notion que les Américains appellent de level playing field, c'est-à-dire que tout le monde est en concurrence avec tout le monde, mais dans un cadre juridique qui doit donner à chacun les mêmes armes en quelque sorte, si vous voulez, qui ne doit pas privilégier les uns par rapport aux autres. Alors, l'idée de discrimination positive donc, prend comme origine et comme justification le fait que dans le passé, à travers la manière dont certains ont été traités, et en particulier à travers l'esclavage, à travers, disons, le refus des droits, la discrimination, etc., disons, on n'était pas dans une situation de level playing field. Et que, par conséquent, et que les Américains actuels, disons, qui sont héritiers de gens qui ont été autrefois discriminés, donc, se trouvent désavantagés si on leur applique la même loi qu'aux autres par le fait qu'on les a privés des armes, en quelque sorte, dont ils auraient eu besoin pour rentrer dans une compétition qui soit correcte, fair, comme disons les Américains. Alors, le débat qui a lieu aux États-Unis est de dire jusqu'où peut-on admettre cet héritage et que l'on est désavantagé par son héritage et que par conséquent la discrimination positive va être une compensation de la discrimination négative que l'on a à travers son héritage. Alors, il y a eu des procès là-dessus, donc des gens qui n'ont pas été pris alors qu'ils avaient de meilleures notes à un concours, etc. Et il y a eu des jugements qui ont été un peu contrastés. Alors, il me semble que actuellement, les États-Unis ont plutôt tendance à revenir un peu, disons, par rapport à cette idée, mais c'est vrai que plus on s'écarte de l'époque où les droits étaient différents pour les uns et pour les autres, plus l'argument de l'héritage devient problématique. Alors, en même temps, on voit que cet argument ne disparaît pas. Vous avez vu dans la presse que en Guadeloupe, une femme, je crois, est en train d'attaquer l'État français pour les conséquences qu'a eu sur sa vie à elle le fait que ses ancêtres, il y a 2 siècles, avaient été en situation d'esclave. Donc cette question de l'héritage, si vous voulez, et du poids de l'héritage, et quel est le rôle de l'héritage, reste grand. Alors, en France, on le traite de manière moins rigoureuse qu'aux États-Unis. Oui, enfin, vous avez parlé du numéro 1 ou 2 sur la carte de sécurité sociale. Et à côté de ça, on veut qu'il y ait maintenant la parité d'un certain nombre d'endroits. Je pense aussi à ce la parité. La parité homme-femme dans les partis politiques. Oui, oui. Donc c'est pareil, c'est une sorte de discrimination positive. Et puis je pense aussi à ce qui se passait en URSS, où les enfants d'ouvriers avaient des bonus, où c'était les enfants de bourgeois qui avaient des malus.
pour les concours universitaires. Hein. C'est comme ça que Sakharov, malgré son handicap, avait quand même réussi à passer des examens très difficiles. Voilà. Donc c'est partout. Oui. Alors bon, ici, le contexte est différent. Alors, comment dans des contextes différents, on arrive un peu aux mêmes choses? Moi, je crois que ça fait partie justement de ces cotes mal taillées et de ces compromis dans lesquels, finalement, il n'y a pas de solution vraiment carrée qui s'impose, etc. On essaie de faire un compromis parce que on dira que les gens, je sais pas, les Chinois qui ont été envoyés en camp de rééducation parce que leurs parents appartenaient à la bourgeoisie, ils n'y pouvaient pas grand-chose au fait que leurs parents appartenaient à la bourgeoisie, donc ils ont été discriminés. Mais on peut argumenter, je dirais, on voit, enfin, on a des arguments dans un sens et dans l'autre, lesquels, dans la pratique, on essaie de trouver des compromis, des compromis raisonnables, comme diraient nos amis québécois. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question? Oui, madame. Oui, bonsoir. Il y a aussi un autre élément qui crée les différences entre les gens, c'est le poids des religions. Et ça, on voit bien que, notamment pour la femme, dans certaines religions, elle pourra s'épanouir et dans d'autres, elle sera opprimée. Il y a aussi ce problème-là qu'on a tendance un petit peu à évacuer parce qu'on n'ose pas en parler ou que c'est tabou, mais malheureusement, on le vit quand même à travers les médias, à travers notre vie quotidienne. Et ça aussi, le poids des religions, je crois, crée ou complique encore plus les relations entre les gens. Enfin, je pense. Oui, je crois, là aussi, c'est une excellente illustration de la double lecture. Si vous êtes dans une lecture qui est vraiment une lecture en termes d'égalité des droits, à partir du moment où une entité, enfin un mouvement, etc., est qualifié de religion, et pas qualifié de secte, mais qualifié de religion, elle a droit exactement au même droit que toutes les autres. Sinon, on serait dans une discrimination, etc. Donc la vision juridico-politique interdit de faire la moindre différence entre les religions. Par contre, la vision sociale et culturelle, au contraire, va dire les choses que vous dites, va s'intéresser comment ça se passe concrètement et va faire des tas de distinctions en fonction de critères qui sont des critères, disons, des critères sociaux et, disons, et culturels. Alors, on l'a bien vu, si vous voulez, aussi au moment, par exemple, de la loi sur le voile à l'école. Donc, on a été dans un cadre qui était un cadre vraiment juridique et politico-juridique. Donc, il a fallu trouver une mesure qui soit correcte dans un cadre politico-juridique, alors que, en fait, je commence à dire qu'elle était très largement inspirée par des considérations sociales et que, c'est ce qu'ont dit très largement les musulmans, en fait c'est une loi qui est spécifiée et calibrée pour les musulmans. Donc, on a dû faire un habillage politico-juridique dans lequel on a interdit des choses qui n'existent pas, de porter des grandes croix comme ça, de venir avec une tenue, une grande croix rouge sur son truc, pour pouvoir assurer la neutralité vis-à-vis de la diversité des religions. Alors, dans notre construction, dans notre construction politique, alors c'est la position, son nom m'échappe tout d'un coup, il y a la position d'un leader politique néerlandais qui lui est carré et qui dit mais pour régler le problème de l'islam, on doit requalifier l'islam et on ne doit plus mettre l'islam avec les religions, mais on doit le mettre avec les sectes. Et alors à ce moment-là, on pourra lui appliquer des règles qui ne sont pas les mêmes que les règles qu'on applique aux religions. Là, vous voyez, c'est s'embarquer sur un terrain, c'est pour le moins difficile. Alors, le propre du droit, c'est
parce que la société, au fond, le regard social, c'est un regard continu. C'est-à-dire que ça, c'est un peu différent de ça, qui est un peu différent de ça, un peu différent de ça, un peu différent de ça, et le regard social est plein de nuances, etc. Le regard juridique, on est dans une catégorie ou on n'est pas dans la catégorie. Et donc, et là, il n'est pas question, si on est dans la même catégorie, on a les mêmes droits et on ne doit pas en sortir. Et c'est un autre aspect de la manière de nos sociétés qui fonctionnent dans un registre politico-juridique, mais qui bien évidemment n'oublie pas, disons, ce registre. Alors, on peut citer, je ne sais pas encore, toujours par rapport aux religions, la question de l'Alsace et la Lorraine, qui vit sous le régime du Concordat, encore, et dans lequel donc le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme ont un statut qui est un statut public différent. Alors, les gens disent, mais pourquoi pas l'islam? Pas l'islam. Alors, les politiques, je ne sais pas, trouvent 36 raisons plus ou moins bricolées pour arriver à raccorder le sentiment social avec les règles juridiques. Mais alors là, on n'en finit pas. Si vous voulez, si vous allez promenez-vous rue Soufflot, sur le Panthéon, vraiment temple de la République, au sommet du Panthéon, vous avez une belle croix. Bon. Non, mais ça me choque pas. Non, mais je dis que par rapport à une logique vraiment pure et dure de la stricte neutralité de l'État qui ne doit connaître aucune religion, etc. Et de même, enfin, pourquoi le dimanche et pourquoi pas le vendredi Enfin, on n'en finirait pas. Voilà. S'il y a encore une question, non. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Diribarne, pour votre intervention. Merci à vous. Et donc, en tout cas, bonne chance pour vivre ce monde divers et pluriculturel. Et j'espère que les plus jeunes d'entre vous contribueront à innover et à régler ces problèmes. Voilà, sur ces espoirs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas dans un futur plus proche, où nous aborderons la question de la construction des inégalités de sexe et de race au cours de l'histoire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.